Super, nous sommes en direct. C'est parti, Marie-Odile. C'est parti, C'est David. notre rendez-vous du mois. C'est ça. Vue du haut avec le duo. C'est ça. C'est-à-dire que nous avons la prétention ou la confiance en nous-mêmes qui nous permet de dire que nous allons élever notre conscience pour regarder ce qui se vit sur la terre depuis le haut. Depuis nos je suis. Absolument. Depuis le plan de l'esprit C'est ça. que nous accueillons pleinement dans nos jeux. C'est ça. Donc, vous avez été nombreux à remarquer que nous étions raccords au niveau des couleurs. Nous en avons nous-mêmes été surpris. C'est ça. On n'avait pas convenu du code couleur du jour. On n'a pas de dress code. Non. Et ça marche, C'est ça marche. En tout cas, je peux peut témoigner de ça. C'était drôle parce que ce matin, lorsque j'ai choisi les vêtements que j'allais porter, je savais qu'il fallait que je mette quelque chose de couleur très claire. Et donc, c'est une couleur un peu beige rosé, enfin un petit peu. Et toi, c'est blanc cassé aussi. Hein, donc, exactement. Ouais, moi c'était l'évidence aussi de cette, c'est drôle. De cette chemise. Voilà. Et pour l'émission de ce soir. Et donc, on a constaté que, effectivement, nous avons constaté que nous étions raccords au niveau de la couleur. Donc, nous allons interpréter cela ou donner du sens à cela. Ben voilà, nous allons donner du sens à cela, parce que après tout, c'est nous qui prenons la responsabilité d'y voir du sens, mais que là, nous avons été inspirés par une couleur particulière qui correspond à ce mardi 8 décembre 2020. Et que cela vous touche, me touche aussi. Donc voilà. J'en profite pour saluer Janie, Chantal de Rennes, Bernadette de Fontenay-le-Comte, Pascal de Tarbes, Agnès du Morbihan, Éric de la région de Nice, Sandra, dont j'ai oublié l'origine, Bianca, je me souviens plus, Agnès aussi, Immaculée Conception, effectivement. Ah ben oui, ça me permet de me rappeler. C'est aujourd'hui d'ailleurs. C'est aujourd'hui. Oh, c'est drôle. Et oui, alors justement, et Catherine m'a interpellée sur l'Immaculée Conception et le sens erroné que j'ai donné à cette fête que les catholiques ont inventée en 1854, je crois, parce que je disais que ça célébrait le fait que Marie avait conçu Jésus sans sexualité. Et en réalité, c'est souvent l'interprétation qui est faite, mais la réalité de cette fête, telle qu'elle a été désirée par le Vatican à l'époque, donc en 1854, c'était de noter que Marie elle-même avait été conçue sans sans être séparée de sa divinité. C'est-à-dire qu'elle arrive sur la terre sans péché. C'est pas tant sa conception physique qui est nommée là que le fait qu'elle... Sans karma, on pourrait dire. Exactement. C'est ce que j'ai appelé, moi, arriver sans karma, c'est-à-dire sans valise à traîner, en fait. Parce que le karma, il est constitué par l'étymologie du mot péché, c'est-à-dire c'est quand on manque sa cible. Et quand on manque sa cible, eh bien, effectivement, on revient la vie précédente pour réajuster une action qu'on n'a pas totalement aboutie dans le sens de l'unification. C'est ça, la cible. Le péché, c'est effectivement une cible pas atteinte. C'est ça. Et donc, et non pas une faute, mais c'est un potentiel qui n'a pas été actualisé. Exactement, c'est ça. Et donc, quand on a un potentiel non actualisé, alors qu'on avait la possibilité de le faire, pour les catholiques, ça devient un péché. Et Marie, elle est venue sans ça. Elle n'avait pas de, comment dire, vierge, on va dire. Vierge de tout karma, c'est-à-dire de tout rattrapage à faire. Mais de la même manière que Jésus, moi, ce que j'entends là, c'est que Marie s'est incarnée une seule fois sur la terre. Cette entité spirituelle-là n'avait pas eu d'autres incarnations terrestres avant. Il y avait eu d'autres incarnations de la terre, mais cette entité-là particulière, parce qu'Isis, par exemple, est réputée comme étant une incarnation de la conscience de la terre aussi, mais cette émanation-là se manifestait sur la terre pour la première fois et donc n'avait aucun rattrapage à faire. On peut dire ça comme ça, si on peut parler de rattrapage. Donc voilà, je salue qui encore? Laurence, notre voisine, on est à 15 km ici. Marie, bonsoir. Chantal, qui est de Blois. Sophie qui est à Toulouse, d'accord. Et Marie en tant qu'avatar, absolument. Marie était donc un avatar. Voilà. Eh bien, David, qu'est-ce qu'on a au programme? Alors, parce que toi, tu as beaucoup cherché. Au menu du jour, alors...
j'ai vu un peu deux axes de propositions pour la soirée. C'est un axe de bilan, faire un petit peu la synthèse de ce que nous avons perçu de 2020, c'est-à-dire dans les événements, dans ce que c'est venu dire d'abord sur le plan de nos sociétés, mais aussi sur le plan spirituel. Donc ça, c'est un premier axe qui me semble intéressant en ce mois de décembre, dernière émission de l'année 2020, et c'est aussi le dernier mois tout simplement de l'année. Donc ça, c'est un premier axe qui m'intéresse de regarder. Et l'autre axe, c'était la notion des balanciers. Mais ça va ils sont très liés finalement, parce que balancier, on appelle balancier tout ce qui est dans les polarités de la dualité. Toutes les polarités. Et donc mon plan découle de ces balanciers, puisque j'ai repéré là, on va dire 3 balanciers là dans l'actualité récente, et donc que j'ai nommé mondialiste et d'un côté et nationaliste de l'autre. Donc ça c'est très marqué, notamment par ce qui se passe aux États-Unis, par on va dire une figure mondialiste représentée par Joe Biden et puis une figure nationaliste représentée par Donald Trump. Donc c'est aller regarder un petit peu cette nature des balanciers. Ensuite, il y avait le vaccin versus le virus. Donc, ça, un autre balancier. VV. Et troisième balancier, j'ai repéré cette information-là aujourd'hui dans un retour de discours diplomatique entre Emmanuel Macron et le président Sisi, le président égyptien, et qui est en visite en France actuellement. Et il y a eu un petit débat philosophique à la fin de leur conversation de presse. Donc, ce dernier balancier, ce sera Macron-Sisi. Et donc, ça, c'est j'en dis pas plus pour le moment, mais c'est l'axe un petit peu de la soirée. Et alors, d'habitude, moi, je vais chercher dans le monde spirituel les informations qui sont à mettre en regard de ce qui se passe sur la Terre. Et là, figurez-vous que je ne l'ai pas fait. Et le monde spirituel m'a demandé de ne rien prévoir à l'avance, mais d'être disponible pour dire les choses au fur et à mesure que toi, David, tu vas apporter les informations du plan terrestre. Donc, c'est-à-dire que je ne connais pas le menu qui nous a été concocté par le plan de l'esprit ce soir. Par contre, je peux dire que j'ai une totale confiance en l'abondance d'informations qui vont nous être données, parce que vous avez pu le remarquer ces derniers temps, nous ne manquons pas de nourriture spirituelle, nous ne manquons pas d'indications pour mener les actions qui sont à mener pour notre propre évolution, pour notre propre élévation de conscience, pour notre propre unification, mais aussi pour l'unification de la conscience humaine. Et je n'ai pas manqué de noter qu'hier soir, dans la guidance, il était question de la fin de l'automne, donc pour le 21 décembre, et du début de l'hiver pour le 22. Je sais pas, c'est quand le changement de... le solstice, c'est le 21. 21. Donc, justement, ça change le 21. Oui. On finit... Je n'ai pas regardé l'heure précise, mais a priori, c'est 21. C'est ça. Ouais. Cette année, c'est ça. Voilà. Et donc, le monde spirituel nous disait qu'il y avait vraiment un changement de saison qui allait marquer un changement de conscience aussi pour l'humanité. Et je pense que peut-être ce soir, il en sera un petit peu plus question. C'est ça. Et astrologiquement, c'est de la même manière. On est dans une phase de bilan, synthèse, avant de se préparer à recevoir totalement les informations pour 2021. Donc collectivement, mais surtout individuellement, parce que c'est vraiment ça qui est aussi intéressant. Et de nouvelles énergies apparaissent avec des planètes qui rentrent notamment dans le signe du Verseau, qui vont donner une grande bouffée d'air. Et par contre, je sais déjà, c'est que un des grands axes de cette soirée, ça va être de nous inviter à aller au-dessus de la dualité. Comme tu as perçu tout à fait de façon pertinente qu'il était nécessaire de parler de la dualité. Et vraiment, aujourd'hui, au-delà de tout courant spirituel possible, imaginable, etc., ce qui est important, c'est d'accepter de se hisser au-dessus de la dualité. C'est ça. Et c'est vraiment dans l'axe des balanciers. La compréhension des balanciers nous donne, on pourrait dire, une impulsion pour passer au-dessus, c'est-à-dire retourner dans l'unité. C'est ça. Reprendre ancrage dans l'unité
et accepter de s'élever au-dessus du visible et de sortir de ces jeux de ping-pong qui nous ont épuisés après tous ces siècles d'incarnation de la conscience humaine. Il y a un épuisement du jeu de la balle de tennis qui passe d'une raquette à l'autre. Et nous ne sommes pas une balle de tennis qui passe d'une raquette à l'autre. Il est temps de s'en souvenir. C'est ça. Est-ce que tu veux bien qu'on commence, David, par un petit mot sur nos expériences de communication de conscience à conscience? C'est ce que j'avais dans la conscience aussi. Ok. Donc, je te laisse en parler parce que tu es l'initiateur du projet et le meneur de ce projet. Ouais, je veux bien. Tu compléteras aussi parce que tu l'as expérimenté pleinement. Et donc là, tu as eu l'inspiration, peut-être la stimulation de permettre à ces communications de conscience à conscience d'être diffusées plus largement. Et donc, c'est ce dont on va vous parler. Alors, un point, peut-être un retour en arrière pour vous dire le début de cette aventure de communication de conscience à conscience. Eh bien, ça est venu tout à fait spontanément. Je n'avais pas du tout anticipé de proposer à un groupe d'amis, dont toi, Marie-Odile, et puis de nombreux présents aussi sur le chat, là, de faire de la... J'avais pas ce mot de conscience à conscience, c'était plutôt peut-être, je l'avais peut-être nommé dans une première fois, une forme de télépathie, en tout cas de pouvoir se relier entre nous pour recevoir de l'information. Donc très vite, toi, tu as précisé le mot de communication de conscience à conscience pour justement se dénoter de la dimension télépathie qui sera plutôt de la transmission de pensée. Or ici, et on va le préciser là, dans ce propos, c'est pas de ce registre-là. Et donc ça, c'est né en mars dernier, hein, et depuis lors, chaque jour, je pratique cette communication avec une personne par jour. Et une personne différente par jour. Par jour, et voilà, et ça change tous les jours. Donc, chacun a son jour. Toi, tu as le lundi, par exemple. Voilà. Et puis, le mardi, c'est Élodie en présence, etc. Le mercredi, c'est Christelle, etc., etc. Et donc, on enregistre donc, la communication de conscience à conscience. Comment ça se déroule? Eh bien, on se fixe un créneau horaire de 10 minutes dans lequel on se met à disposition, on rend disponible notre conscience à la réunion des je suis, c'est-à-dire le lundi, je me relie à ton je suis, Marie-Odile, et je laisse ma conscience disponible pour recevoir l'information de ce que nos je suis réalisent ensemble, on pourrait dire. Et donc ça, c'est pendant 10 minutes. Toi, tu fais de même de ton côté. Et 10 minutes après, on fait un Skype ou un autre moyen de communication et on fait un débriefing de ce qu'on a perçu chacun. Et au fil des expériences, on s'est très vite aperçu de la complémentarité des informations que nous ramenions, ou bien complémentarité ou similitude. Similarité, peut-être, on peut dire aussi. Similitude, ouais, ça c'est plus facile peut-être à dire. Similitude des informations qu'on ramenait. Et alors, ce qui est intéressant dans ces communications, c'est que c'est à la fois une action qui nous est personnelle, mais qui a aussi une vertu, une action collective sur la conscience plus globale de l'humanité. Donc, on pourrait dire l'intention de fond, c'est stimuler le processus d'éveil de la conscience humaine, tant individuelle que collective. Ça pourrait être un peu l'intention de fond. Et après, au niveau de la pratique, c'est il n'y a rien là. Il y a la base, c'est je me reconnais en tant qu'esprit, je me reconnais en tant que je suis manifesté en David, en l'occurrence pour moi, et voilà, j'ouvre ma conscience, et pendant ces 10 minutes, tout ce qui va venir dans ma conscience est issu du résultat de la communication de conscience à conscience avec la personne concernée. Lorsque notre pensée ne met pas de censure et de barrière à cette réception. Exactement. C'est pourquoi, j'interviens à ce moment-là, parce que justement, je voudrais vraiment dire combien il est important que ça ne soit pas de la transmission de pensée. Ça ne vibre pas sur le même registre. C'est-à-dire que la pensée, on pourrait dire, voilà, je sais pas, je connais rien en électricité ou en émission d'ondes, etc. Moi, j'ai juste travaillé dans une radio à un moment, donc je savais ce que c'était les mégahertz, par exemple. Alors, je vais prendre ça comme unité de mesure. Je sais pas du tout si c'est approprié, mais c'est pour vraiment avoir une vision assez
comment dire, palpable. Imaginons, par exemple, si je pense quelque chose, je pense à aller acheter, je sais pas, une binette pour mon jardin, par exemple. Ça, c'est de la pensée. Et ça va vibrer sur 80 MHz, par exemple. Et ça, toi, si tu es à côté de moi et que tu es un peu sensible, tu vas pouvoir le capter parce que nos corps astraux, qui sont les gestionnaires du système cognitif, vont pouvoir effectivement s'accorder et recevoir cette pensée. Mais c'est sur 80 MHz. Dès lors que je me mets en connexion, non pas en connexion, avec toi, mais au niveau de mon je suis, c'est-à-dire que je prends conscience de la réunion de nos je suis et j'ouvre mes organes de perception à ce qui se passe à ce niveau de réunion, et bien là, je suis tout de suite à 100 MHz, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout sur le même niveau de fréquence. Et c'est pour ça, c'est très important de ne pas faire, pour moi, en tout cas, qui suis très attentive à ne pas confondre l'esprit et la pensée. Il est très important, lorsqu'on veut pratiquer ces communications de conscience à conscience, de bien être certain qu'on n'est pas en train de penser quelque chose, mais qu'on est bien en train de vibrer sur la fréquence je suis et de recevoir les informations des je suis réunis. Et ça me paraît hyper important. Et donc, tu disais, effectivement, il y a notre propre évolution, il y a l'évolution du monde qui peut vraiment se faire à travers ça. Mais il y a aussi une chose, moi, que j'ai toujours en perspective avec cette pratique, qui donc vise à développer des capacités psychospirituelles et non pas des capacités médiumniques, qui seraient la transmission de pensée. Et donc, parce que c'est pas au même niveau, c'est pas avec le corps astral. Et donc, ces capacités psychospirituelles me semblent essentielles à développer actuellement parce qu'il est tout à fait probable qu'à un moment ou à un autre, nous n'ayons plus forcément à notre disposition des moyens de communication comme Internet qui nous permettent de savoir avec forme, avec le monde de la forme, ce qui est l'actualité des uns et des autres. Et donc là, c'est très important d'apprendre à faire confiance à nos capacités psychospirituelles, parce qu'à un moment ou à un autre, elles vont remplacer les outils technologiques dont nous disposons actuellement et qui peut-être à un moment ne seront plus à notre disposition parce que nous n'en avons pas la maîtrise, tout simplement. Nous en aurons peut-être à notre disposition, mais partiellement ou autrement. Et donc ça me paraît hyper important. Oui, c'est ça. Et je pense que mon je suis m'a inspiré ça dans ce sens-là, c'est-à-dire l'humanité de demain, c'est vraiment ces nouvelles capacités, c'est-à-dire de communication de conscience à conscience, de se déplacer par la conscience, etc., de déplacement. Tout ça, c'est pour moi des nouvelles manières d'être par l'esprit. Parce qu'en perspective, on a l'autre polarité matérialiste qui nous promet effectivement l'homme augmenté, mais de manière technologique. Et c'est pas du tout le même registre, en fait. Et là, il ne s'agit pas du même homme, en fait. Dans l'homme augmenté du transhumanisme, il s'agit de prendre l'être humain tel que nous sommes là et de lui ajouter des éléments pour qu'il devienne plus performant, on va dire. C'est exactement le mot de la performance. C'est performant. Tandis que l'homme augmenté d'esprit n'est plus un homme, c'est un divinum, on va dire divinum, c'est-à-dire c'est un homme divin qui jouit de ses capacités psychospirituelles. Et Gérard, justement, non, ça n'est pas de la télépathie. La télépathie, dans ma perception, en tout cas, il y a vraiment une stimulation de l'activité corticale. On pourrait dire. Exactement. Et comme il y a quelques années, j'avais assisté à une conférence d'un monsieur Girard, je crois, qui faisait de la télékinésie, c'est-à-dire qu'il tordait les objets, mais avec sa pensée. Il fallait le voir, il y avait une espèce de concentration extrême, mais tout ça, c'était une mobilisation, exactement ce que tu as illustré, d'une fréquence 80 MHz, par exemple, mais poussée à son extrême, qui fait que la matière se tord. Mais on pourrait dire, ça lui coûte en énergie.
D'ailleurs, c'est la différence entre un mentaliste, par exemple, parce que c'est très à la mode, les mentalistes aussi. Hein. Donc, c'est vraiment une capacité. Et c'est vrai que la pensée, étant un phénomène électrique, elle a un pouvoir sur la matière. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Et quelqu'un qui sait très, très bien maîtriser ce phénomène électrique peut tout à fait agir sur la matière, sur autrui, sur la pensée des autres, etc. Et ça, c'est effectivement, on pourrait dire, c'est de la télépathie, c'est-à-dire, d'ailleurs, étymologiquement, pathos, c'est la souffrance à distance. Donc, c'est très étonnant le mot qui est utilisé. Et donc là, c'est pas la même chose, justement. C'est vraiment que la conscience humaine, le je, capte la réunion des je suis. Et c'est vraiment très important parce que je vais parler le 17 décembre, le jeudi, et tu seras avec moi, je vais consacrer la télé de l'esprit à l'auto-guérison spirituelle des maladies et on va justement parler de Uri Geller. Oui, effectivement, Uri Geller, c'était aussi effectivement la télékinésie. Et donc, on va parler justement de la possibilité que nous avons d'accueillir en nous la puissance de l'esprit. Et ça, c'est le je qui accueille la puissance de l'esprit. Et si le je se cale sur la fréquence de je suis, il a accès à des capacités spirituelles qui sont dans le corps, c'est pour ça qu'on parle de psycho-spirituel, mais qui ne sont pas liées au monde de la personnalité et donc notamment au système cognitif. Et ça me paraît hyper important. Et ça... Parce que les propriétés de la conscience, ce n'est pas les propriétés de la pensée. La conscience, elle n'est absolument pas limitée à un espace-temps, elle est totalement illimitée, en fait. Et c'est vraiment développer cette qualité de la conscience par une décision consciente de se mettre justement sur cette fréquence nouvelle parce que l'humanité arrive à un point où elle est en mesure justement de développer cette nouvelle capacité de la conscience. On peut dire que l'obstacle de la communication de conscience à conscience, c'est précisément la pensée. Exactement. Parce qu'elle va abaisser la fréquence et qu'elle va mettre de la rationalité là où le je suis est dans le supramental. En fait, avec le je suis, on est dans le supramental, avec la télépathie, on est dans le mental. Et donc, c'est tout à fait les propriétés du supramental. Absolument. Exactement. Et Chantal nous dit, est-il possible de faire cette communication avec un je suis d'une personne qui n'est pas au rendez-vous de façon consciente? Alors là, c'est toujours possible. Il est tout à fait possible de recevoir des informations d'un je suis avec lequel je n'ai pas rendez-vous. Moi, ça m'arrive très souvent. Ça m'arrive très souvent de recevoir une demande d'un je suis de quelqu'un d'autre. Par contre, pour moi, il est très important d'avoir une éthique avec ça. Je ne dois rien faire de cela sans le consentement éclairé du je qui a la gestion du je suis. Alors là, c'est pourquoi moi, je suis... Tout ce qui est intervention... tout ce qui est groupe de prière, je t'envoie de l'amour et tout le bazar, là, moi, je suis absolument pas d'accord avec ça, parce que c'est interférer dans le libre arbitre de la personne qui est mandatée pour gérer la manifestation de son je suis sur la terre. Alors ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, je suis mais extrêmement vigilante là-dessus. Parce qu'effectivement, si on commence à faire de la communication de conscience à conscience avec une personne qui ne nous a pas donné son accord, ça s'appelle de la manipulation. Et c'est exactement comme ça que les Atlantes se sont cassés la gueule quand ils ont été dans leur civilisation. Donc ça me paraît hyper important. Donc oui, c'est possible, mais toujours vérifier auprès de la personne concernée. Et encore, peut-être aussi, Chantal, le point, c'est, par exemple, il y a eu des guidances où d'un coup, on est relié au « je suis » de Macron, par exemple. Oui. Mais là, c'est guidé par les « je suis ». Il n'y a pas une décision de la personnalité de dire « tiens, je vais aller faire une action ». C'est quelque chose qui... Et ça ne va pas interférer sur le libre arbitre de Macron. Ça va être une stimulation du « je suis » qui donne une possibilité, si le jeu de Macron s'en saisit, de recevoir une information pertinente. En fait, ça va humaniser, ça va rendre, humaniser l'action du je suis de la personne. C'est-à-dire que, imaginons par exemple, tiens, on va prendre ton exemple, imaginons un jour, je suis appelée à me relier à ton je suis. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire en sorte que ton je suis va pouvoir te parler de façon à ce que tu l'entendes.
Après, libre à toi de l'entendre ou de ne pas l'entendre. C'est juste ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça va encoder le message « je suis » de façon à ce qu'il soit capté par l'humain. Mais ça ne dit pas que l'humain, le « je » humain, va décider de le capter. Et ça, c'est hyper important. Ça va le rendre audible, perceptible par l'être humain. Et ce ne sera pas forcément non plus traduit de la manière où la personne qui était en relation pouvait présupposer la traduction de ce lien. Voilà. En fait, ça veut dire que quand moi, on me demande de faire ça, par exemple, quand le « je suis » d'une personne me demande de faire ça, ça veut dire, en fait, ça me demande de reconnaître le « je » et le « je suis » de la personne. Et quand moi, je fais cette reconnaissance du « je » et de son « je suis » réunis, ça donne la possibilité au « je » de la personne de se souvenir de son « je suis ». C'est ça. On va l'expliquer comme ça. Et ça, c'est pas plus que ça. Surtout, pas plus que ça. Parce que sinon, c'est de l'ingérence dans la souveraineté de l'autre. Et ça, vraiment, c'est important. Est-ce que la communication de conscience à conscience serait intuitif au niveau de l'info reçue? Ben, oui, c'est de l'intuition dans le sens où le mot intuition signifie réception de l'information de ton « je suis ». Ça, bien sûr. Donc là, au lieu de recevoir la simple information de ton « je suis », tu reçois l'information des « je suis » réunis. Et donc, alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça ce soir? Ben parce qu'il y a un projet de diffuser ces communications de conscience à conscience sur nos antennes respectives YouTube très prochainement. Là. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait en parler, on souhaitait en parler ce soir. Et une vidéo, d'ailleurs, va être de présentation, va être faite par nous et qu'on va diffuser sur nos antennes respectives. Et donc, pour les personnes qui sont en tout cas en alerte, vous allez recevoir, en plus sur vos boîtes messages YouTube, eh bien, des notifications quotidiennes des communications de conscience à conscience vécues par l'un ou par l'autre, avec l'un ou, enfin, souvent avec moi, mais avec les personnes qui le font aussi. Ça veut dire c'est des petites vidéos qui sont en général autour d'un quart d'heure, ça dépend. Quand c'est avec moi, des fois, c'est plus long parce que je bavarde. C'est ça. Bon, on va dire plus ou moins 15 minutes. Ouais, c'est ça. Plus ou moins 15 minutes. Donc, ça va être intéressant pour vous de pouvoir, si vous le souhaitez, bien sûr, et que ça vous parle, d'avoir le résultat là, de ces communications de conscience à conscience. Et surtout, ça va vous permettre de votre côté, si vous voulez l'expérimenter avec vos amis, etc., de pouvoir aussi utiliser cette information reçue comme impulsion pour également expérimenter ça de vos côtés. Voilà. Et donc, concrètement, donc, actuellement, il y a à peu près une dizaine de vidéos qui sont en stock, qu'on va mettre en public, parce que pour l'instant, je les ai mises en non visible par le public, mais elles vont, c'est depuis à peu près une bonne semaine, là, on a commencé à les enregistrer pour qu'elles soient visibles sur les antennes YouTube. Et donc, pour l'instant, il y en aurait à peu près une dizaine. Et donc, quand nous allons lancer le top départ, vous allez avoir un petit stock à regarder si ça vous intéresse. Et sinon, c'est à peu près au rythme d'une par jour. Oui, c'est ça. À peu près une par jour, en général, quand la technique veut bien nous suivre, etc. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, effectivement, l'objectif de cette diffusion, c'est d'abord que ce que nous faisons dans ce domaine soit partagé, parce qu'il n'y a absolument rien de secret dans tout ça. Au contraire, on pourra voir que c'est vraiment pour l'action dans l'humanité, même si pour l'instant, l'expérience ayant été faite dans un groupe restreint, il est souvent fait référence à ce groupe restreint. Et donc, bien entendu, pour moi, je ne sais pas pour toi David, mais le souhait, c'est que ça vous donne envie de vous lancer dans la pratique, et peut-être le fait de voir, d'avoir déjà une façon d'expérimenter, parce que c'est une façon, il y en a sûrement plein d'autres. Nous, on a utilisé cette façon, puis on a un petit peu cherché au départ. Oui, et puis elle est encore, c'est rien de figé. Absolument. Voilà. Eh bien, peut-être ça peut donner cette perception que c'est accessible, que c'est pas quelque chose, ça demande pas de don, en fait. Ça demande juste de se mettre au service de je suis. Et ce que je peux dire aussi, c'est que entre le mois de mars et aujourd'hui,
nous avons beaucoup progressé dans notre capacité à recevoir. On a beaucoup ouvert, repoussé les frontières de ce qu'on pouvait recevoir, les uns et les autres, je trouve. Exactement. Et ça participe vraiment à cet éveil de la conscience, parce que on pourrait dire qu'on est dans un monde qui est encore très polarisé, très, en tout cas, qui peut absorber vers l'extérieur, et d'avoir cette pratique quotidienne, en tout cas, c'est des moments où je mets 100% ma conscience. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans d'autres moments, mais là, 100% ma conscience pour le service à je suis, en fait. Et ça, pour moi, c'est l'apprentissage, parce que nos vies vont devenir service à je suis dans plein de registres. Et nos vies vont changer la manière de travailler, la manière d'agir. Tout ça, c'est en pleine révolution, en fait. Et en tout cas, ça, c'est des propositions, c'est des moyens d'aborder, eh bien effectivement, la nouvelle ère. En tout cas, pour moi, c'est tout à fait ce genre dans ce genre de direction que l'humanité a la possibilité d'aller, bien sûr. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'un des obstacles à la communication de conscience à conscience, c'était la prise de pouvoir de la pensée. Il y en a un autre, c'est la recherche de l'extraordinaire. Alors là, la moindre envie de vivre des expériences extraordinaires, la pente glissante vers une dérive, parce que c'est là comment dire, le monde occulte qui s'oppose à l'amour n'attend que ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'être au service de je suis, on soit dans l'envie de vivre un truc un peu spectaculaire. Alors là, si c'est là, non seulement ça n'est pas de la communication de conscience à conscience, mais en plus, ça se retourne contre le projet de servir je suis, parce que ça veut, alors on pourrait dire que ça servirait l'identification au guide spirituel qu'on voudrait être, à la personne un petit peu avancée qu'on voudrait être. Donc ça, c'est hyper important aussi, parce que c'est vrai que moi, je suis aussi très intéressée par la possibilité de la téléportation, par exemple, et c'est une des choses qui, pour l'instant, moi, je sais, m'arrête, c'est que ça me semble trop extraordinaire et que, par conséquent, je mets un frein à ça. Or, sur le plan de la compréhension de ce qui se passe, je sais très, très bien comment il faut faire. Il faut juste que mon je concentre l'intention de je suis d'aller, par exemple, dans le désert sans prendre l'avion. C'est aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, ça me semble tellement extraordinaire que de pouvoir faire ça, qu'il y a quelque chose qui me bloque. Le jour où ça me paraîtra ordinaire, le miracle se produira. C'est tant que c'est extraordinaire, il y a un système de sécurité qui m'empêche de le faire. Et ça, pour la communication de conscience à conscience, si on n'a pas fait le ménage avec cette recherche de l'extraordinaire et du spectaculaire, alors on peut être sûr qu'on aura des images, on aura des sensations, mais que ce sera complètement des images de l'astral, des sensations de l'astral qui auront pris le pouvoir sur nous. Et ça, c'est hyper important de s'en souvenir. Et ça, j'insiste là-dessus, parce que deux écueils, les deux écueils principaux à la communication de conscience à conscience, c'est la prise de pouvoir de la pensée et donc cette recherche de l'extraordinaire qui fait qu'on va dans l'astral et on perche au lieu de vivre dans l'ancrage total. On peut dire, c'est vrai aussi, c'est ça, c'est les écueils d'une démarche spirituelle en général. En général, absolument. Mais là, plus particulièrement, parce qu'il y a une pratique. Oui, c'est ça. Ok. Et donc, Naouzad dit, j'ai déjà fait l'expérience de communiquer de conscience à conscience. Je sais que c'est là, mais l'utiliser, je ne sais pas pourquoi. Au service de ton je suis, Naouzad. C'est la seule réponse que je peux te faire. C'est ça. Et une fois que tu te mets au service de ton je suis, tu ne te poses pas la question de pourquoi. C'est-à-dire que tu sais que c'est ça. Tu sais que c'est ça. Donc, je ne peux rien te dire de plus que ça. C'est au service de je suis. Et si toi, tu ne sais pas, tant mieux. À la limite, c'est très bien. Simplement, là, tu te mets au service de ton je suis. Et là, tu constates, en fait, ce qui est fait. Donc, voilà, le pourquoi, c'est pas... c'est pourquoi, dans quel but en fait. Enfin, voyager sans virus. Exactement, Gérard. Je sens que tu es le bienvenu. Est-ce que Gérard, tu veux venir dans le désert avec moi par le moyen de la téléportation? Ça me ferait bien rire, Gérard, que tu me sois avec moi là, sur la grosse dune du désert en train de méditer devant le coucher du soleil. Allez, on y va, c'est parti.
Super. Garder le contact avec le corps est essentiel pour moi pour ne pas percher et sentir qu'il y a déviance. Michael, qui a l'expérience de la communication de conscience à conscience, tout à fait, Michael, je suis d'accord. Chantal, dans la spiritualité, il existe de bons gros clusters de recherche de l'extraordinaire. Et oui, et moi, je m'en méfie comme de la peste, figure-toi. Moi, je parle d'une spiritualité libre et incarnée. Je dis souvent, dans la viande, les amis, dans la viande. Parce que sinon, ça ne marche pas. Allez, Super. On a dit ce qu'il fallait? Oui, je pense que ouais, pour aujourd'hui, c'est bien. Ok. Voilà. Donc, vous n'hésiterez pas à faire d'ailleurs des retours sur les vidéos parce que c'est toujours. Oui, les commentaires Les seront les commentaires seront les bienvenus. bienvenus. Ouais. Alors, au programme. Actualité, David? Allez, Actualité. c'est parti, l'actualité. 1, 2. Ça a pris plein de notes. Oh, bah oui, je ne le regarde pas trop. Si vous voyez mes notes, vous rigoleriez. C'est un vrai brouillon. Il y en a partout. Il y a une phrase par-ci, une phrase par-là. Donc, bilan balancier. On va faire un petit peu Bilan de l'année 2020. Ça va un petit peu se conjuguer. C'est de là, bilan de l'année 2020. Bilan, bien très brièvement, sur un plan, en tout cas de perception tout à fait personnelle, c'est une année totalement inattendue, même si astrologiquement, c'était prévu qu'il se passe des grandes choses en 2020. En tout cas, la forme que ça a pris et l'intensité que ça a pris, elle reste encore, pour moi, très formidable. Enfin, c'est-à-dire source d'étonnement, quand même. Source d'étonnement, voilà. Je cherchais le mot, et c'est bien ça, source d'étonnement. Tu vois, on a fait de la communication de conscience à conscience. Exactement. Donc là, c'était parfait. Parce qu'il y avait le mot incroyable, mais c'était pas le bon, c'était pas le bon registre. Non. Donc étonnement, c'est bien ça, un grand étonnement. Sur un plan personnel, c'était une année intense et plein de bouleversements et aussi d'inattendus finalement. Et donc, je me suis senti très relié justement à ce mouvement extérieur. Donc, bilan de l'année, eh bien, effectivement, il y a en tout cas un arrêt proposé à l'humanité pour justement un retournement possible, en tout cas. Donc, marqué par le coronavirus, donc je vais pas mal évoquer. Et pour moi, c'est la grande année, autrement, on pourrait l'appeler aussi de l'apocalypse des révélations. En fait, c'est comme si tout ce qui sous-tend nos sociétés est mis à jour. Et mis à jour pour qu'on puisse individuellement choisir, est-ce que le monde là qu'on nous propose, avec ce qui sous-tendait ce monde d'ailleurs qu'on nous propose, nous convient personnellement, afin de se positionner et de façon libre choisir peut-être le monde dans lequel on souhaite vivre. Donc pour moi, c'est vraiment ce mot apocalypse résume parfaitement cette année dans le sens révélation. Et tout a été mis en scène justement pour que la grande révélation puisse se faire à un grand nombre de personnes en tout cas. Donc ça, le bilan, peut-être que ça va se faire tout au long de l'émission parce que je ne vais pas pouvoir le tirer là, peut-être comme ça, c'est trop, ça va venir. Et donc j'ai pris 3 exemples de balancier. Et donc je vais partir sur ces plans concrets, ça va être plus... Donc je rappelle, balancier, parce que c'est un vocabulaire qui n'est pas forcément utilisé partout, c'est l'expression polarisée d'une même énergie, donc quelque chose qui s'exprime en 2 pôles, qui sont opposés et complémentaires, mais qui sont en fait la même énergie. Par exemple, je donne un exemple, victime coupable, hein, c'est une expression polarisée d'une même énergie. Je suis victime et je suis coupable, c'est la même énergie, mais je passe de l'un à l'autre très facilement, par exemple. Mais c'est la même énergie. Hein. Et donc c'est ça ce que j'appelle moi un balancier qu'on reprend en général. Hein. Oui, c'est ça. Ou amour-haine, le plus connu, c'est l'amour et la haine. Hein. C'est la même énergie, mais exprimée de façon polarisée. Hein. C'est ça. Et je trouve que la compréhension de ces balanciers, elle est hyper importante. J'avais découvert dans la formation avec toi, et c'est vraiment source de compréhension pour s'élever. Oui, parce que c'est vraiment la manifestation du divin sur la terre est caractérisée par la dualité, donc par l'expression polarisée du 1, en fait, par l'expression en 2 du 1. On peut dire ça comme ça. Et le but de l'expérience humaine sur cette terre est d'aller vers l'unification, c'est-à-dire d'aller non pas vers la voie du milieu qui serait le centre entre les 2 pôles, mais bien
dans l'élévation de la conscience au-dessus de ces polarités. Et c'est pas du tout de faire une espèce de mi-chèvre, mi-chou là, des deux, là, mais bien d'avoir une autre conscience unifiée de cette énergie, mais avec le regard divin porté sur cette énergie. C'est ça. Et là, on est à fond dans les polarités. On est à fond. Je trouve que 2020, c'est l'expression magistrale de toutes ces polarités. Donc, le paroxysme de la dualité, on peut dire ça comme ça. Et on le vit vraiment, ce que je disais aussi à Marie-Odile en introduction, à propos du mot complot, qui est vraiment le grand mot aussi de 2020, tabou, on ne peut pas avoir l'injure absolue. Suprême. Et moi, je sens que c'est tellement important de relativiser ce mot, parce que il n'a qu'à regarder l'histoire de l'humanité pour voir que c'est une succession de complots dans les grands événements de la vie. Et je disais à Marie-Odile, j'ai regardé là, les dernières années, donc par exemple, si on regarde l'assassinat du président américain JFK, on a appris par la suite qu'effectivement, il y avait de la magouille, c'était pas seulement un tireur isolé, mais il y avait toute Lee Harvey Oswald n'était pas tout seul. N'était pas tout seul. Donc là, il y a eu un complot, par exemple. Il y a eu le sang contaminé. On a su après coup l'amiante. On a su après coup, alors ils savaient déjà que c'était dangereux, en fait. Et la destitution, je pensais à Allende au Chili, avec la mise en place de Pinochet, par exemple. Exactement. Les tours du 11 septembre, où effectivement 2 petits avions qui font effondrer des grandes tours, ça paraît tout à fait surprenant, et des thèses sérieuses, justement, disant qu'il y a autre chose. Chut, faut pas le dire. Il faut pas le dire. Donc c'est du complot. C'est ça le truc. Et donc ça, c'est vraiment 2020, ça a mis en scène ça, c'est-à-dire l'interdiction de pouvoir aller au-delà de la simple information présente. Et donc, ce qui est particulier à 2020, c'est aussi que le complot, on l'a en direct, c'est-à-dire on vit l'événement et le sens de l'événement en même temps. La révélation de la manière dont il est conduit apparaît. C'est ça. Pour ceux qui veulent bien l'entendre. C'est ça. Toujours pareil, pour ceux qui veulent bien l'entendre. Exactement, parce que c'est pas une obligation. Oui, c'est ça. Et on le voit bien. En fait, je vais peut-être dire quelque chose. J'ai cherché l'autre jour ce qu'était cette question de la théorie du complot, parce que j'entendais évidemment les insultes qu'on entend le plus aujourd'hui autour du complot. Et ça veut dire quoi le complot exactement? Si on regarde bien ce qu'on appelle la théorie du complot, c'est le fait de faire du lien entre des événements et de donner un sens, une intention aux décisions qui sont prises. En fait, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tout à coup, là, par exemple, allons-y pour les 17 points de l'ONU, là, qui sont l'agenda 30, les 17 points, effectivement, ceux qui sont taxés de complotisme, eh bien, sont ceux qui voient dans ces 17 projets de l'ONU une intention humaine de gérer la population mondiale. Et quand on voit ça, alors effectivement, le mot de complotiste, qui est d'ailleurs devenu aujourd'hui « ferme ta gueule », c'est ce que ça veut dire aujourd'hui quand on dit à quelqu'un « t'es complotiste », ça veut dire « ferme, tu n'es pas digne de parler », c'est vraiment une injure qui invalide la personne. L'invasion de l'Irak, il y en a plein, hein, des choses comme ça. Hein. Et donc, en effet, la thèse complotiste, c'est la thèse qui dit il y a un sens non visible du premier coup d'œil à tous les événements qui arrivent et qui sont parfois des catastrophes et qui sont des choses souffrantes. Et c'est ça, être complotiste. Hein. Donc c'est ça. Rappelons-nous ce qu'est la définition. Alors oui, effectivement, s'il s'agit de voir un sens et une intention délibérée, par exemple, dans le fait de vouloir vacciner la population, moi, je vois un sens et une intention délibérée. Oui, effectivement. Donc, et ce sens n'est absolument pas une vérité absolue, parce qu'on sait bien que ce sens peut évoluer au fil de notre conscience, en fait. Et on le voit bien dans nos histoires personnelles. Parfois, on a donné une sens, je suis victime de la situation que j'ai vécue enfant. Et puis, à un autre moment de ma vie, eh bien, ah ben non, mais en fait, c'est pas tout à fait ça l'histoire, en fait. Et le sens complémentaire m'apparaît. Le sens complémentaire m'apparaît. Donc, ça encore, de pouvoir traiter et discuter simplement d'une perception de la réalité ne l'enferme pas forcément dans quelque chose d'absolu et de définitif. Et ça, on le voit bien aussi, c'était tous les propos d'ailleurs du documentaire Hold Up, c'était d'ouvrir un espace de possibilités et de réflexion.
et pas de dire, tiens, c'est comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Donc maintenant, les balanciers, les fameux balanciers. Donc j'en ai repéré 3 dans l'actualité récente. Et le premier, c'est mondialisme et nationalisme. Et que j'ai découvert finalement avec cette année générée notamment par le coronavirus, mais aussi générée par les élections aux États-Unis, qui laissent vraiment apparaître 2 courants très distincts entre Donald Trump, enfin 2 courants apparents en tout cas, très distincts. Donald Trump d'un côté qui veut la souveraineté du pays, donc nationaliste, et de l'autre côté Joe Biden qui serait plutôt dans un courant mondialiste, c'est-à-dire beaucoup plus proche justement des 17 points présentés par l'ONU. Donc là, il y aurait une adéquation entre une forme de gouvernance mondiale qui déciderait et serait relayée par les gouvernements des pays respectifs. Mais il y aurait quelque chose qui chapeaute. On le voit bien avec l'OMS sur la santé, ils envoient des directives et qui est relayé par les ministères de la santé de chaque pays. Donc là, c'est vraiment tout à fait le mode de fonctionnement, mais qui pourrait se décliner dans tous les registres agricoles, éducatifs, sociaux. Ce que prévoit l'ONU, en fait. Exactement, les 17 points couvrent le champ de la société. En fait. Et donc là, on a vraiment cette double polarité. Et ce qui est intéressant de voir dans les polarités, c'est que c'est un balancier, donc c'est une même énergie. C'est une même énergie, donc il n'y aurait pas un bien et un mal, etc. Il ne s'agit pas ici en tout cas de mon point de vue, de prendre parti pour Donald Trump ou Joe Biden. C'est une même énergie. Mais de le regarder justement comme une énergie polarisée, qui s'exprime en polarité. Eh bien, du coup, on s'élève, puisque si on ne prend pas parti, eh bien, effectivement, on peut monter à l'étage supérieur. Et qui sans doute nous guide vers la souveraineté individuelle, parce que c'est peut-être ça quelque chose de registre de ce balancier. Et moi, voilà. Et là, je sais qu'il y a un moment là de... Voilà, c'est ça. Le monde spirituel, justement, dit que ce qui est effectivement observé sur la Terre appelle chacun de vous à entrer dans sa propre souveraineté. Il n'est plus question aujourd'hui de vous organiser comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Tous les systèmes d'organisation par les institutions sont amenés à s'effondrer. Cela a été parfaitement décrit dans les textes prophétiques, quels qu'ils soient, de quelque tradition qu'ils soient. Et cela reste encore d'actualité. Il est en effet nécessaire aujourd'hui que chaque être de la Terre entre dans sa propre souveraineté, soit lui-même sous sa propre responsabilité, agisse à partir de son centre, à partir de son diamant, à partir de son soleil intérieur. Chacun de vous est un Christ qui doit ressusciter, laisser mourir l'ancien corps pour que naisse le corps de gloire, le corps vibratoire, et qu'ainsi règne sur la terre le monde unifié, la Jérusalem céleste dont il a été question si souvent dans vos textes sacrés. Nous vous invitons en cet instant à vous hisser au-dessus de toutes les propositions politiques, économiques, sociales qui existent dans les organisations humaines de la Terre pour entrer dans la rencontre avec vous-même, avec votre propre gouvernance, avec votre propre vérité, avec le Christ solaire à l'intérieur de vous. En cet endroit, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de domination d'un humain sur son prochain. En cet endroit qui n'est ni dans l'espace ni dans le temps, qui est une information, il y a l'être permanent que vous êtes, votre essence, votre je suis. Il n'est plus question même de tolérance, car la tolérance voudrait encore dire quelques difficultés dans l'acceptation de son prochain. Il est question d'un amour inconditionnel. Ton je suis et mon je suis ne sont qu'un, mais portent chacun
une responsabilité qui leur est propre, et il y a admiration de l'un pour l'autre et de l'autre pour l'un. Il y a vénération pour le prochain. Il y a conscience de l'expansion produite par la réunion. Il y a joie de l'ébullition des rassemblements. La nation ou le globe sont une guerre aujourd'hui totalement dépassée. Je voyais vraiment, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de ça. Ça va plus loin que ça. C'est soit, en fait, dans le balancier, c'est soit la souveraineté nationale, soit la souveraineté mondiale. Et en réalité, il n'y a de possibilité que par la souveraineté individuelle qui permet que le collectif vive dans une joie totale et un amour inconditionnel. Vraiment, on peut le sentir là. Au-delà des mots, justement, si on s'élève au-dessus de la pensée, il y a là une vibration qui est donnée. Il y a là une vibration qui est donnée par la conscience de l'humanité elle-même, dans son identité absolue, dans sa nature. Oh, c'est magnifique, hein? Il y a à l'intérieur de nous ce programme de la souveraineté de chaque humain, de l'humanité réalisée dans sa divinité. C'est vraiment, laissons les mots vibrer. N'essayons pas de les retenir pour les comprendre. Laissons-les, au contraire, s'expanser en nous. L'humanité réalisée dans sa divinité. Laissons bouillonner cette identité divine qui est l'issue à cette guerre fratricide qui a lieu actuellement sur la Terre. Parce qu'il faut bien se dire que cette guerre est totalement voulue par le plan de la lumière pour que le désir d'en finir avec cette lutte fratricide nous hisse vers une autre voie qui n'est pas le fruit d'une négociation, mais qui est le fruit d'une élévation de la conscience. La crise que nous vivons actuellement est une crise de conscience, une crise de l'évolution de l'espèce humaine. Aucune solution humaine ne viendra à bout de cette crise. La seule solution possible vient de la mémoire que nous sommes esprits, de la conscience que nous sommes esprits, de notre coopération avec le plan divin, de notre coopération volontaire, intentionnelle, avec le plan divin de l'évolution qui est nécessaire pour l'humanité, pour la Terre et pour l'ensemble de l'univers. Quelle joie, dit le monde spirituel. Quelle joie de vous voir là, de vous voir vous hisser au-dessus de ces deux courants terrestres délétères. Vous avez connu depuis bien longtemps ces deux manières de faire. Cette énergie qui vous incruste dans une densité, dualité, qui vous fait être... il me montre une balle de ping-pong qui est promenée entre deux raquettes. Et vous n'êtes pas une balle de ping-pong, pas plus qu'une balle de tennis.
De même que vous n'êtes pas non plus des joueurs de tennis, vous êtes des êtres de lumière. C'est ça. Ils disent, en fait, le problème des humains, encore aujourd'hui, c'est qu'ils se croient le joueur de tennis, alors qu'en réalité, ils sont la balle qui est promenée entre les deux raquettes. Mais ils se croient le joueur de tennis. À quelque niveau, quelque strate de la société soit-il. Mais en réalité, vous êtes l'arbitre de la partie de tennis. Le jeu. Exactement. Le discernement. Exactement. Et donc, je peux changer de jeu si j'ai envie. C'est ça. Sortir du jeu de la dualité pour jouer à être unifié. Absolument. Lucille nous dit plein de frissons, de fourmillements dans tout le corps. Magnifique, merci. C'est très beau et moi j'ai très chaud et je vois bien que cette fraternité humaine, elle est en train de vivre et qu'elle passe par la souveraineté individuelle. Allez, osons être dans notre responsabilité. Parce que c'est ça en fait. Aurélie dit, petit clin d'œil, une chanson fait un buzz monstre en ce moment chez les jeunes qui s'appelle Jérusalem et dit « Jérusalem est ma maison ». Oui, on me l'a envoyée. Je trouve ça fou qu'elle passe en boucle dans cette actualité. Et Yerushalayim, ça veut dire la cité de la paix en fait. Hein. Shalom en juif, en hébreu, c'est la paix. Salam en arabe, c'est la paix. Et Yerushalayim, ça veut dire la cité de la paix. Et c'est ça. Et c'est vrai, on m'a envoyé cette chanson, franchement, je ne la trouve pas formidable. Mais c'est une espèce de rap, non? C'est un truc qui n'a pas trop de mélodie. Hein. Et oui, en plus, les gens. J'ai pas écouté. Mais effectivement, mais c'est parce que la vibration de Jérusalem est là. C'est ça. Et si vous voyez l'histoire de Jérusalem, moi j'y suis allée 2 fois, et c'est vraiment un lieu de guerre. Et justement, ceux qui réfléchissent, qui ont une autre approche de l'histoire mondiale, qui regardent un petit peu comment l'histoire mondiale s'est façonnée à partir d'une intention particulière liée au pouvoir de l'argent et au pouvoir humain, ils voient bien comment cet endroit de la Terre a été désigné comme étant le lieu de la guerre. Parce que vibratoirement, c'est le lieu de la paix. Et donc, il fallait que les humains expriment la polarité inverse pour que la conscience humaine s'empare de désir de la paix. Et là, encore une fois, la Jérusalem physique ne peut pas être le lieu de la paix. C'est vraiment une Jérusalem au-dessus, dans une autre fréquence. En fait. C'est vrai, c'est pour ça qu'il y a cette notion lorsqu'on parle de réalisation, de rentrer dans la Jérusalem céleste. C'est une fréquence nouvelle. Et effectivement, c'est parce que là, il n'y aura pas de solution humaine pour qu'il y ait la paix à Jérusalem physique. Il y aura vraiment une nouvelle Jérusalem vibratoire à rencontrer, d'abord en son cœur et après manifestée dans les liens des êtres divins reconnus. Et Valérie nous dit, cette fraternité est déjà là, je la vis dans mes classes avec des enfants de partout dans le monde. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est déjà là. Et que justement, quand on fait de la communication de conscience à conscience, on va retomber sur nos pattes. En fait, on a accès à cette réalité de ce qu'on appellerait encore le monde de demain, mais qui en fait est déjà là aujourd'hui. Et plus on va voyager dans cette fréquence de nous-mêmes qui est plus élevée, plus on permet à cette réalité de se manifester sur la Terre, dans le visible, avec des humains ordinaires. C'est ça, agir par les voies de l'esprit, c'est exactement ça. Il y a un physicien qui fait en ce moment qui fait une conférence qui s'appelle « Créer notre futur », et ben c'est un peu ça. C'est vraiment aller capter cette information vibratoire du monde de demain qui est déjà là pour le ramener et pour mettre une adéquation entre notre réalité présente et ce futur qu'on capte. Et moi, je vais être plus royaliste que le roi. Là, je ne vais pas dire créer notre futur, c'est voir aujourd'hui notre futur. C'est ça. C'est faire vivre aujourd'hui ce futur qui est déjà créé par nos jeux. Exactement. C'est ça. Parce que c'est la créer, c'est donner corps. C'est donner corps à cette réalité que l'homme appelle demain, parce qu'il n'a pas la conscience nécessaire pour aller le voir en permanence. Mais je fais des voyages, je fais des incursions dans ce que j'appelle demain, mais qui est déjà présent. Parce qu'on est en millefeuille, je le rappelle, et c'est juste une feuille de mon millefeuille au-dessus de ma feuille terrestre, en fait. Et donc, il suffit que j'aille visiter ma feuille sur une fréquence plus élevée, et je vois le monde que j'appelle de demain, mais qui est une réalité pas encore accessible à ma conscience humaine. Mais pour autant, c'est une réalité déjà présente. C'est un présent... Mais c'est ça, que je vais faire manifester concrètement par mes choix du quotidien qui sont en résonance avec ce que je capte de ce monde. Exactement. C'est ça.
Okay. Je suis déjà la femme de demain. Il suffit que je le décide. Et quand effectivement je canalise, par exemple, comme on vient de le faire là, eh bien, c'est la femme de demain, parce que c'est la modalité de communication avec le monde spirituel telle que on dit que c'est demain, mais c'est déjà là. La preuve, on le vit. Magnifique. Hein. Super. Eric est au Canada. Coucou. J'aime beaucoup te savoir au Canada. Au Québec, chouette. Sûrement même. Donc, mondialisme, nationalisme, magnifique. Non, et là, souveraineté individuelle. C'était magnifique de voir cette élévation par les voies de l'esprit. Et parce que humainement, je me vois entre... Moi, il y aurait plutôt le David soumis, ce serait plutôt le plan Biden, on va dire. Allez, on dit Biden, en fait. Et le plan rebelle, ce serait plutôt, tiens, je prends parti pour Trump, ouais, il fait pas comme les autres. Mais tout ça, je vois bien que c'est un balancier à l'intérieur de moi, issu de ma légende. Et que là, d'un coup, on peut regarder la scène d'en haut en embrassant cette totalité. Et c'est juste... et donc, en ne prenant pas part à ce jeu duel, parce qu'on le sait sans fin. On l'observe, et tchac. Ouais. C'est vraiment le mouvement perpétuel, le pendule de Foucault, en fait. Hein, c'est le mouvement perpétuel. Et justement, c'est pour ça que éternel, perpétuel, etc., on va dire permanent plutôt. Donc, il y a une permanence au-dessus, parce qu'on parle justement de ce qui est terrestre comme de l'impermanent chez les bouddhistes, je crois. Et donc là, on va plutôt toucher à ce qui est permanent, c'est-à-dire ce qui traverse le sensible, ce qui traverse le manifesté, en fait. C'est au-delà, c'est ça perd au travers de. Hein. Et là, on est au-dessus de tout ça, en fait. C'est même pas éternel ou perpétuel, parce que ce serait encore mettre du temps là-dedans. Hein. C'est-à-dire, c'est un temps qui ne s'arrête jamais, mais il y a encore du temps. Là, on est dans l'information pure. Comme exact, l'information pure. Et en fait, ce qu'on appelle Dieu, pour moi, c'est l'information. C'est de l'information pure. En fait, on n'est que des journaux avec des articles. Tu vois, je suis un journal avec des articles d'information. Je donne de l'information. Geneviève nous dit « Je suis très heureuse de vous entendre parler de dualité et d'unité. C'est les propos que j'exposais ce matin dans une conversation avec une amie. C'est essentiel pour moi. » Ben oui, c'est ça. Parce que c'est effectivement, pour moi, bon, on va parler des religions et donc on va poursuivre là-dessus parce que c'est vraiment important. Fanny, d'ailleurs, on ne sait pas vraiment qui a gagné les élections aux USA. Non. C'est vrai que selon ce qui on entend, les médias dominants disent que c'est Biden sans aucune contestation possible et Trump est présenté dans son côté clown, qui est aussi une réalité pour moi. Et au contraire, la vague rouge, là, les QAnon, j'ai compris ce que c'est enfin, les QAnon, là, disent que c'est Trump qui a gagné. Il a simplement une stratégie pour faire apparaître sa victoire au dernier moment avec un suspense tout à fait formidable. Oui, et on peut imaginer qu'il y a effectivement une fraude qui semble apparaître grandement. Sans aucune difficulté, ça. On sait. On sait qu'il y a quelque chose. Voilà. Sans pour autant prendre parti pour l'un pour l'autre, parce que pour moi, ce sont deux clowns, mais complètement manipulés par les asuras, donc les êtres du monde spirituel, mais qui s'opposent à l'amour, qui eux-mêmes répondent à la demande du monde spirituel. Et ce que j'ai vraiment maintenant mis en conscience et qui m'a aidé moi considérablement, c'est de savoir que les asuras ont mission effectivement à créer des forces qui s'opposent à notre unification et à l'élévation de notre conscience, mais ils ont obligation de nous dire quel est leur plan. Et alors, à partir du moment où j'ai compris ça, effectivement, j'ai vu qu'il n'y avait pas de complot au sens caché du terme, mais au contraire, un exposé clair, net et précis des actions menées par les forces qui s'opposent à l'amour contre l'humain, pour que l'humain ait le désir ardent de conquérir sa souveraineté, de construire sa souveraineté, de s'emparer de son potentiel de souveraineté afin de l'actualiser. C'est ça, en fait, l'évolution, c'est ça. Oh, je suis trop contente. Super. Deuxième balancier. Allez, on y va. On y va. Ça fait déjà 1 heure qu'on est à l'antenne. Oui, c'est ça. Oh, tu sais pas vraiment. Vaccin Covid. Waouh. Vaccin Covid. Donc, c'est vraiment la dynamique 2020. Hein, ça a été vraiment ce fameux virus qui apparaît, en tout cas en Chine, en fin 2019, mais en Occident, en février-mars de 2020. Et donc, le méchant virus.
et à venir qu'on nous fait miroiter depuis le début de l'année, le fameux vaccin miracle et qui va nous sauver l'humanité tout entière. Donc il y a vraiment là un fort balancier. Et tout ça, on va dire, d'ailleurs comme le premier, hein, mais vu en tout cas dans le média mainstream, sur le plan matérialiste. Donc c'est une médecine matérialiste qui voit effectivement le virus comme un dangereux ennemi extérieur à soi, en oubliant qu'on est issu de ces virus pour être aujourd'hui cet organisme complexe que nous sommes. Eh bien, c'est effectivement le fruit de l'évolution microbienne, virale, qui fait que ce qu'on est aujourd'hui. Et donc là, d'un coup, les virus, ça devient l'ennemi public numéro 1. Et il nous faut donc un vaccin pour venir à bout de cet ennemi. Et donc, c'était étonnant de voir comment Macron, dès le début, a nommé la guerre est lancée, en fait. Et là, c'était vraiment une décision. Je sais pas, moi, j'ai une formation de naturopathe, donc c'est sûr que j'ai un regard un peu différent sur la chose, mais moi, le virus, c'est justement pas un ennemi, en fait. Il vient peut-être révéler des dysfonctionnements de mon organisme, mais en aucun cas, il est méchant. Donc, cette vision, on va dire, dogmatique du monde nous est imposée à tous. Alors là, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, d'ailleurs. Donc ça, c'était vraiment très intéressant à regarder. Où je veux aussi en venir à travers donc méchant, gentil. Donc là, on a un balancier. Hein. Et aussi, ce que ça a révélé chez moi, c'est les discours, on va dire, paradoxaux qui ont été menés tout au long de l'année pour juste rendre fou l'humanité. La folie, là, vraiment, qui a été, on pourrait dire, organisée. Au mois de mars, on nous dit que les vaccins sont absolument pas utiles, il faut être plutôt au grand air, ça c'est bon pour… les masques, tu veux dire. Les masques, pardon, sont pas utiles. Un mois plus tard, on nous dit, ah ben non, il faut mettre des masques. Et ça va être des injonctions paradoxales tout au long de l'année, avec des décisions qui sont prises, puis ah ben non, après vous n'avez pas été gentil, donc on reproduit la décision, et ça va être que des injonctions paradoxales, contradictoires, qui sont vraiment sur le plan psychologique des techniques manipulatoires qu'on connaît très bien aujourd'hui. Hein. Et donc moi, ça m'a fait personnellement rencontrer l'ingénierie sociale, c'est-à-dire comment les pouvoirs utilisent des méthodes très précises pour manipuler des foules entières, pour les conduire là où ils souhaitent conduire la foule, en fait. Bon, alors c'est ça qu'on accuse c'est ça. Quand on dit ça, tu es bien d'accord, c'est ça qu'on dit être complotiste. Exactement, c'est exactement ça qu'on dit être complotiste. C'est-à-dire que quand on voit, quand on estime que les décisions, par exemple, je donne un exemple de décision là, parce que c'est cette semaine. Hein. Ça, donc là, normalement, on arrête le confinement, je crois, le 15 décembre, et depuis quelques jours, arrive maintenant l'information contraire. Donc la technique, c'est on fait miroiter au bon peuple qu'il pourra se déconfiner, alors qu'il est déjà déconfiné. Hein. Moi, je suis allée en ville hier, les allées de supermarchés sont pleines, il y a vraiment plus personne n'est confiné. Alors là, on peut vraiment le dire. Donc de fait, on est déconfiné, mais dans la conscience humaine, il y a encore le confinement. C'est hyper important parce que ça crée des conflits intérieurs. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, là, actuellement, la majorité de la population est en désobéissance de ce que papa a demandé de faire. Et donc, il y a quand même une culpabilité qui est là. Donc, il est tout à fait logique que l'enfant coupable attende la punition. Et la punition, ça n'a pas tardé, elle est en train d'arriver. Les chiffres sont soi-disant mauvais et donc il est probable que le confinement soit prolongé. Donc on a fait espérer au bon peuple qu'il pourrait être déconfiné et maintenant on dit au bon peuple, tu n'as pas été gentil, je vais te punir un petit peu plus et tu vas continuer à me désobéir. Et quand tu auras beaucoup désobéi, alors là, j'enverrai les grandes frappes pour te donner la fessée que tu mérites. Et c'est vraiment cette attitude qui est là en place et qui rend fou, effectivement. C'est vraiment là, actuellement. Avec une peur, culpabilité. C'est ça. C'est les deux piliers, en fait, de la manipulation. Peur de la mort, et les comptages des morts qui continuent. Et donc, tout vraiment cet impact sur la conscience individuelle et collective est très énorme, en fait. Hein. Autre chose qui me traversait, mais… Virus-vaccin. Virus-vaccin. Et donc, le vaccin, et donc j'ai relevé là comment une forme de jubilation, en tout cas des médias mainstream, d'annoncer qu'une grand-mère de 90 ans en Angleterre recevait le fameux vaccin ARN. C'était comme
voilà, ça y est, l'humanité est sauvée en fait. Et ça aussi, ça m'a glacé en fait dans l'information, de la manière dont c'est amené. En fait. Alors, ce que j'entends du monde spirituel, c'est que, alors justement, sur cette idée du balancier que tu exposes là, ce phénomène a lieu pour que les humains aujourd'hui voient qu'ils ne sont pas des êtres chimiques, des êtres biologiques, mais que leur corps physique, leurs cellules, leur organisation, leur organisme est une manifestation de l'esprit. En effet, si l'être humain continue de se voir comme un être mécanique, un être physique, un être qui tout à coup s'anime par des forces de vie venues de nulle part, il est tout à fait logique qu'il soit l'objet de ce balancier entre le vaccin et le virus tel que vous les nommez. Et donc ce phénomène qui se répand aujourd'hui sur la Terre est là pour que vous alliez dans la conscience de l'absurdité de vous voir tel que vous voyez vos voitures de chair. De fer, pardon. Vous n'êtes pas ce véhicule de chair n'a rien à voir avec un véhicule mécanique tel que les chars que les armées utilisent pour faire la guerre, tel que vous utilisez des véhicules de fer pour vous déplacer sur les routes que vous avez créées. Il est urgent que vous accédiez au sacré que vous manifestez, que vous voyez véritablement. Alors, c'est l'immensité complexe de votre être. Quelques pratiques de médecine disent véritablement la complexité de l'être humain. Mais la médecine basée sur le cadavre humain, donc sur le corps amas de cellules, ne dit absolument rien de la complexité, de l'intelligence spirituelle qui sous-tend votre existence. Et c'est de cela qu'il est question aujourd'hui dans cette situation de maladie qui, comment dire, est-ce qu'ils disent que c'est, il n'y a pas de maladie, il y a manifestation d'un dysfonctionnement de l'être humain entre l'esprit qu'il est et la manifestation consciente qu'il a de lui. C'est vraiment mal à sa divinité. Hein. Si on entend maladie dans ce sens-là, c'est qu'il y a un tel écart qu'on nous sert. C'est pour avoir l'opportunité justement de cette unification. C'est voir l'absurdité d'une vision de l'humain sans sa divinité. Ça, c'est la vraie maladie. C'est la seule maladie. C'est quand l'être humain oublie qu'il est un être divin et qu'il n'en fait qu'à sa tête humaine sans se référer à son identité absolue, à son intelligence spirituelle, à sa magnificence originelle. C'est ça. Son identité absolue. Parce que c'est tout à fait ça qu'il est question à travers ça. C'est notre système immunitaire, pour qu'il soit optimal, c'est reconnaître notre identité absolue en je suis, en fait. Et là, on a un système immunitaire total, en fait. Et donc, il n'y a que de la vérité en soi, il n'y a plus de maladie. Et quand il y a maladie, on sait quel est le fruit d'un effort de notre système pour rééquilibrer ce qui a été déséquilibré. Et donc là encore, c'est pas un problème en soi. Non, c'est un cadeau. C'est ça. Alors évidemment, c'est très difficile à entendre pour les gens qui souffrent. Mais justement, on parlera de ça le jeudi 17 parce que c'est vraiment passionnant. Même si je marche un petit peu sur des œufs parce que je sais très bien, pour avoir eu mal aux dents, hein, mal quelque part aussi, je sais très bien à quel point c'est compliqué de gérer et la douleur, et la souffrance, et la maladie. Alors, Chantal nous dit, yes, quelle est la meilleure version de moi-même que je puisse être aujourd'hui? C'est la théorie de Joe Dispenza que je ne connais pas, donc convergence. Alors, la meilleure version de moi-même. Alors, moi, je ne dirais pas une meilleure version de moi-même, mais une version divine de moi-même. C'est celle qui est, en fait. C'est celle qui est de toute éternité. Parce que, attention à la meilleure, ça veut dire qu'il y a
quelque chose de mieux, et c'est ça la théorie de l'homme augmenté. Donc, alors, je ne sais pas si c'est ce que veut dire Joe Dispenza, parce que je ne connais pas sa théorie, hein, mais j'ai entendu parler de lui, mais je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais pu vraiment écouter ce qu'il dit, mais ça ne veut pas dire que c'est mal, hein, c'est parce que moi, je ne peux pas, c'est autre chose. Hein. Mais donc, la meilleure version de moi-même, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche déjà chez moi. Or, c'est parfait. C'est parfait. Par contre, la conscience que j'ai de moi peut être plus grande, plus globale, plus totale. Dès lors que je me reconnais dans ma divinité, que je me regarde de plus haut, alors j'ai une version unifiée de moi-même. Je ne sais pas si elle est meilleure, mais en tout cas, elle est unifiée. Donc, c'est ça que je veux dire moi. Mais ça. Bon, je ne vais pas faire de oui, non, non, pas de polémique. Alors, je vais pas dire ce que tu peux polémiquer? Non, mais moi, par rapport à un ressenti tout à fait personnel par Joe Dispenza, son approche m'a intéressé parce qu'il s'est auto-guéri. Et très vite, en fait, moi, j'ai senti que c'était plutôt de l'ordre de la pensée que par la conscience. Alors, c'est ça. Mais ça, c'est ma perception personnelle de Joe Dispenza qui, pour moi, fonctionne plus avec le plan de la pensée plutôt que, même s'il peut parler de conscience, mais bon, là, après, c'est des ressentis qui sont juste propres. Fanny, donc le docteur Louis Fouché, oui, moi j'ai un petit béguin pour le docteur Louis Fouché, vous le savez, parle d'un labyrinthe dans lequel nous avons été entraînés, et il dit qu'on n'en sortira qu'en s'élevant au-dessus. Très inspiré cet homme, il a clairement une vision spirituelle du monde. J'ai vu l'autre jour son discours devant la foule à Marseille. Oui, il parle du labyrinthe. Je lui dirais, attention mon petit loulou, il faut te méfier de la foule parce que tu es grisé par elle, donc attention. Mais ceci dit, je trouve formidable tout le travail qu'il fait. Et franchement, merci que des êtres agissent dans l'horizontal comme il le fait, tout en ayant la conscience du vertical. Parce que s'il y a bien quelque chose que moi, je déplore dans le film Hold Up, c'est que Pierre Bernérias, le réalisateur, qui a clairement une vision spirituelle, n'évoque pas et ne donne pas de sortie spirituelle et d'ailleurs c'est comme ça, c'est pour ça qu'il a pris le retour de bâton, pour moi, de ma lecture bien sûr. Valérie, quel que soit le pays, c'est l'absurde et la confusion totale. Tu es en Tchéquie, je crois. Hein. Je vois chaque jour des adultes et des jeunes épuisés. Ici à Prague, il y a une grande tristesse et de l'exaspération. Mais tant mieux. Allons-y. Allons jusqu'au bout de cette tristesse. Il faut en avoir trop marre de la tristesse et de l'exaspération pour que ça explose le bocal, comme dit Satprem. Alors, par contre, il y aura effectivement des laissés pour compte. C'est comme ça. Geneviève, seul l'amour inconditionnel a le pouvoir de guérir la peur. C'est la substance essentielle pour croître et vivre souverainement ce changement. Voilà mon ressenti. Ok, c'est vrai, l'amour et la peur ne sont pas compatibles. Donc, si je veux me sortir de la peur, il y a lieu d'aller dans l'amour inconditionnel. Et ça, l'amour inconditionnel, ma définition de l'amour inconditionnel, c'est la reconnaissance de l'esprit que je suis et la reconnaissance de l'esprit que chacun est. Sandra, hâte d'être au 17. Merci beaucoup d'aborder le sujet de la guérison. Oui, ça me passionne. Très juste, dit Chantal, à propos de Joe Dispenza. Super. Donc, ça y est, je suis saoule. Ouais, ça booste bien. Là. Un mot pour finir sur le vaccin Covid avec la notion du consentement. Et parce que j'ai trouvé intéressant, j'ai lu un article là, qui reprenait l'accord de Nuremberg. Le procès après le procès de Nuremberg. Mais bon, c'est l'accord. On va dire que c'est l'accord. Si je retrouve le mot dans mon la déclaration. Voilà, c'est ça. Le code de Nuremberg. Donc, le code de Nuremberg, ce qui était sorti de ce code, c'était effectivement de donner à l'individu la capacité de consentir sans intervention extérieure, avec une connaissance suffisante pour obtenir une décision éclairée. Donc ça, c'était sur le plan individuel et ça concerne notamment le plan de la santé. C'est-à-dire que donner la possibilité à chaque individu de choisir sa manière de se soigner, on pourrait dire, ou de recevoir des soins ou non, en fait. Et donc, la personne qui faisait cet article mettait vraiment en garde aujourd'hui, là, qu'on dépassait, on était allé plus loin que ce code qui est sorti après la Seconde Guerre mondiale, et pour
voilà, ce qui se passe par exemple pour les personnes âgées, on leur demande pas leur consentement. On dit on va vacciner l'ensemble de la population âgée. Et on s'est dit. Voilà, quel est le seuil en fait à partir duquel on reconnaît qu'une personne a la capacité à s'autodéterminer? C'est toute la question. Hein. Quels sont les indicateurs? Par exemple, la mise sous tutelle. Hein, on voit quand quelqu'un est mis sous tutelle, il y a une commission qui évalue la capacité de la personne à rester autonome et décideur pour lui-même. Et à un moment, on peut décider pour quelqu'un qui est mis sous tutelle. C'est vrai. Ouais. Et donc il n'a pas la capacité à décider pour lui-même. Oui, à ce moment-là. C'est ça. Mais là, ici, c'est une décision, on ne fait pas du cas par cas, hein, c'est le collectif. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, pour soi-disant une menace collective par un virus, on pourrait décider que l'individu n'a pas la capacité à décider pour lui-même de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner. Exactement. Parce qu'effectivement, il n'a pas les informations suffisantes en sa possession pour savoir ce qui est bon pour lui. Et pour cause, puisque les informations qui sont communiquées par les médias sont juste, enfin, je veux dire, contradictoires tout le temps, en fait. Et c'est pour l'individu, s'il n'a pas son, on va dire, propre discernement bien ancré, comment on veut dire, c'est compliqué d'avoir un avis. On sait que, moi j'ai envie de dire quelque chose qui va peut-être choquer ceux qui nous écoutent là ce soir, mais donc, moi, je n'adhère pas à la médecine officielle telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, même si je reconnais, alors là, vraiment des merveilles absolument fantastiques qui ont été réalisées, et notamment aussi par les médecins et la chirurgie, par exemple, je trouve ça absolument formidable. Mais par contre, ce que je récuse, c'est le pouvoir de la blouse blanche sur l'individu. Et donc, moi, j'estime que je préfère me tromper, moi, plutôt que de remettre mon pouvoir à une blouse blanche que je ne connais pas et qui n'a pas forcément une vision de mon corps semblable à ma représentation du monde. Et donc, ce que moi j'ai envie de dire, c'est que pourquoi le code de Nuremberg a été posé de cette manière-là, c'est parce que les décisions d'Hitler et de ses troupes ont été basées sur les recherches qui ont été faites par les médecins qui entouraient les dirigeants nazis. Et que là, on est aujourd'hui, ça me fait quand même un petit peu bizarre de voir que les décisions des politiques aujourd'hui sont fondées sur un conseil scientifique dont on a expulsé des personnes qui avaient des voix discordantes avec une certaine vision du soin, même pas de l'individu, parce que je suis pas du tout sûre que le professeur Raoult, par exemple, ait une vision spirituelle du monde. Non, pas du tout. Enfin, je pense que là, il n'y a même pas question de ça. C'est vraiment même une question de modalité de soin. Et donc là, c'est très, très effrayant. Et donc là encore, la souveraineté individuelle est vraiment réquisitionnée. Vraiment réquisitionnée. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à des gouvernements qui basent leurs décisions sur l'avis de scientifiques matérialistes, médecins avec des blouses blanches. Ayant des conflits d'intérêts majeurs avec les laboratoires, parce que ça, c'est aussi tout à fait important. Et seulement si le consentement, oui, effectivement, le vaccin aura lieu seulement s'il y a consentement, mais jusqu'où va-t-on nous reconnaître la capacité à être lucide pour donner notre consentement? Oui, et comment on organise en amont l'impossibilité pour l'individu de choisir, en fait, parce qu'il y a une telle information contradictoire en permanence. Enfin, on sait bien que les personnes âgées, elles peuvent regarder BFM TV à longueur de journée, mais pas toutes, mais une partie. Et donc là, le jeu est complètement... moi, si je regarde BFM TV, même je n'aurai plus ma capacité à toute la longueur de l'hypnose, quand tu es il y a une forme d'hypnose, c'est ça que je voulais mener. Donc, ce serait formidable si les personnes âgées s'insurgeaient, dit Fanny, oui, et de même, ça commence, les policiers commencent à s'insurger parce ils pètent les plombs d'avoir à gérer, à donner des contraventions sur des comportements avec eux, qu'ils contestent parfois eux-mêmes. Donc là, ça commence à devenir, la dissonance cognitive commence à devenir ingérable, et ça, c'est hyper important. Et donc, Brigitte, qui est dans le Nord, que j'ai rencontrée dans le Nord en 2013, je crois. J'ai 2 sœurs sur 4
qui veulent vacciner notre mère en EHPAD car elles ont peur qu'elle attrape la Covid et ne puisse plus jamais sortir. Et je me suis heurtée à elle et je suis triste pour ma mère. J'ai eu la même réaction que toi là-dessus. Oui, bah c'est ça. Alors, est-ce que ta mère peut décider par elle-même? C'est toute la question. Est-ce que véritablement on va reconnaître aux individus la capacité d'avoir eux-mêmes le discernement pour faire des choix pour eux? Moi, on pourrait tout à fait décider que je suis folle. Si quelqu'un décide que je suis folle, on va mettre une camisole de force. C'est vraiment, c'est quand même important hein, de savoir ça. Ça peut se faire. Donc voilà. Eh bien non, ça ne se fera pas. Non. Parce qu'il y a en nous une aspiration à la souveraineté qui vibre tellement fort qu'à un moment, ça va s'émettre au sein de la société. Exactement. Et ça commence. Non, elle n'est plus en capacité. Alors voilà, eh ben, c'est ça le problème. Elle n'a plus sa tête, comme on dit, elle n'a plus son libre arbitre totalement disponible. Et donc, ben voilà. Alors après, ben vraiment, on peut se poser la question de à quoi bon tout ça hein? Oh, c'est vraiment... Là, bon, après, voilà, c'est des débats sur lesquels je ne vais pas rentrer ce soir. Quelle situation, mes amis, quelle situation! Troisième et dernier balancier, Marie-Odile. J'ai nommé ce balancier Macron-Sisi. Je l'ai vu aujourd'hui, la formation, et j'ai trouvé qu'elle était intéressante aussi à mettre en perspective parce qu'elle va nous conduire peut-être au balancier de fond. Et ça, tu l'as mis en lumière tout à l'heure, Marie-Odile, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, moi, je vais juste relater le fait qui m'a interpellé. Il y a... Donc, sur le plan diplomatique, le président égyptien Sisi est invité par la France et donc reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Et donc, il y avait la conférence de presse suite à leur rencontre. Et à la fin de la conférence, il y a un petit moment, un peu de flottement où il est question de Charlie Hebdo. Et le président égyptien interpelle Macron sur vraiment le fait que les musulmans ont pu être offusqués des caricatures de Charlie Hebdo. Et donc, ça s'ouvre sur ce plan-là. Macron remet la liberté de la caricature en France et que ça, c'est OK. Et après, Sisi me dit, mais de son point de vue, lui, on devrait faire appel à une... comment dire, les mots qu'il emploie, pour être assez précis. Il y a les valeurs humaines, certes, donc on peut décider sociétalement, mais il y a des valeurs religieuses sont supérieures, donc les valeurs célestes, il a appelé ça, qui sont au-dessus de tout. Donc ça, c'est son propos. Les valeurs célestes sont au-dessus de tout. Et Macron réagit à cette phrase et dit non, ce qui est au-dessus de tout, c'est les valeurs de l'homme. Les valeurs de l'homme sont au-dessus de tout. Et il dit de l'homme libre et doté de raison. Et donc, ça, c'est vraiment les propos de Macron. Et donc là, j'ai trouvé deux vraiment, parce que c'est la raison, et c'est vraiment donc la pensée, hein, là, on a vraiment la rationalité. Et la science. Et d'ailleurs, il était un peu jubilé, on sentait Macron de son propos, là, un peu philosophique, là. Et il s'est beaucoup appuyé sur la philosophie des Lumières, sur l'apport de cette philosophie, les droits de l'homme, etc. Et en face, donc Sisi qui avait une autre approche. Un macaron pour Sisi impératrice, c'est un bon film. Ah oui, c'est ça. Oui, Sisi impératrice avec Romy Schneider. Toi, t'es trop jeune pour avoir non, ça. j'ai vu. Ah, tu as vu ouais, c'est beaucoup de rediffusion, ça. Oui, c'est ça. Ok. Et donc, il y avait vraiment là en apparence, il y a deux formes de matérialisme. On pourrait dire il y a le matérialisme scientifique, ou en tout cas de la pensée rationnelle, et un matérialisme religieux, on pourrait dire, oui. et dogmatique avec la religion, en tout cas. C'est-à-dire que, oui, moi j'ai toujours estimé que les religions dominantes, aujourd'hui, n'étaient plus spirituelles, et donc elles avaient une vision matérialiste du monde, parce qu'elles séparent la matière de l'esprit. C'est dans ce sens-là où je dirais que les religions sont devenues matérialistes dans la mesure où il n'y a pas d'unité. Et donc, elles ont cette séparation
de l'homme et de son Dieu. Alors, sauf l'islam, étonnamment, l'islam est cette religion, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans l'histoire des religions, c'est que l'islam vient nous dire, là aussi je vais peut-être heurter, mais l'islam vient nous dire que tout est divin en fait. Vraiment, l'islam apporte en l'an 600, donc au 7e siècle, cette information à l'humanité qu'elle n'est pas séparée du divin et qu'il faut se vivre dans l'unité avec le divin, que tout est divin, que tu es divin, que cette table est divine, que cet ordinateur... Voilà. Tout est Allah. Tout est Allah, absolument. Et donc, c'est vraiment ça le grand message pour moi de l'islam, et ça, c'est absolument magnifique. Par contre, après, la manière… La traduction. Oui, la manière du dogme, de le vivre, c'est autre chose, notamment la conquête, puisqu'il s'agit de convertir toute l'humanité à cette manière de voir. Et c'est peut-être là où, là, après, on va avoir de la divergence. Mais donc, c'est parce qu'effectivement, cette volonté de conquête de l'islam pour le monde la rend matérialiste. Alors qu'elle avait fait un pas vers l'unité, le fait de vouloir séparer les mécréants, les impurs, voilà, c'est ça, et de les convertir, les rend dualistes de la même manière. Et en fait, effectivement, je me demandais tout à l'heure, c'est quoi la polarité avec les religions? Tout parce que la science est devenue une religion. Par exemple, sur l'histoire du coronavirus, on nous demande de croire au virus comme on demandait aux catholiques d'autrefois de croire en Jésus. On nous demande de croire à la transmission de la maladie comme on nous a demandé de croire en la résurrection du Christ et non pas de le vivre. Et c'est la même chose. Et donc la peur et la culpabilité qui sont les deux piliers des religions pour manipuler les ouailles, pour manipuler les adeptes, se retrouvent absolument dans la manière de manipuler le peuple avec la gestion de la crise. Donc c'est dans ce sens-là où je peux dire que la science est devenue, la science matérialiste est devenue une religion. C'est pourquoi je parle d'attitude religieuse et non pas de religion, vraiment. C'est-à-dire l'encouragement à une attitude religieuse, d'une part, et je me suis dit, mais c'est quoi la polarité avec qui est en face de ça, en fait? C'est quoi le balancier? Et vraiment, j'ai demandé au monde spirituel de m'éclairer, et tout à coup, il est dit le nihilisme. Et donc, c'est la vision d'un monde où il n'y a rien, qui n'a aucun sens en fait. Parce que dans la vision matérialiste du monde, le sens c'est la matière et c'est l'humain rationnel, la pensée. Et dans la vision… Tout naît de la matière, la conscience naît de la matière. On pourrait dire. Dans la vision des religions traditionnelles, eh ben, c'est une vision théologique du monde avec un Dieu qui crée et les pantins qui exécutent, donc avec la dualité. Dans les deux cas, il y a de la dualité et il y a une attitude religieuse de croyance qui est à mettre en place. Et en fait, ce qui est en face et qui est complètement caché, parce que c'est très anxiogène pour l'humanité, c'est la notion du rien. C'est-à-dire que rien n'a de sens, rien n'existe véritablement. On pourrait dire tout est illusion. Et surtout, rien, il n'y a aucune direction à ce monde. Et on pourrait dire que le courant qui pourrait représenter ça, c'est l'anarchie. C'est le courant nihiliste. Le problème, c'est que sentir ça en soi est source d'anxiété telle que, de ce fait, l'humanité campe dans une attitude religieuse. Et quand ça m'est apparu tout à l'heure, mais c'était un éclairage absolument superbe, qu'au fond, cette dualité, elle existe bien entre l'attitude religieuse et l'attitude nihiliste. L'attitude nihiliste étant source d'une angoisse tellement forte que, de ce fait, l'humanité se maintient dans les croyances imposées par le dogme dualiste proposé par les médias, les religions, la science et tout ce que vous voudrez. Amélie, donc peut-être demande une précision sur le mot nihiliste, je pense. Nihiliste, le rien. Je pense que c'est ce mot-là, Amélie. D'accord. Eh bien, ne le précise pas, mais… Le mot nihiliste, c'est-à-dire le néant, en fait. Le néant, c'est-à-dire le rien. Le rien, c'est-à-dire que rien n'a de sens, il n'existe rien, que tout ça est dû au hasard et ça n'a aucun sens, ni même la pensée, ni l'être humain, qu'on est un amas de cellules qui est là pour rien, que la vie, c'est rien, et que donc il n'y a aucun ordre à tout cela. C'est l'anarchie dans le sens où, effectivement, il n'y a aucune organisation des choses.
Tout est comme ça, sans aucun sens et sans aucune raison. Parce que quand Macron dit la raison, c'est encore une fois Et d'ailleurs, la religion, elle est aussi elle est dans la dans la rationalité. raison. Ce qui n'est pas la même chose que la rigueur, parce que la rigueur, effectivement, et la logique, il y a effectivement, on peut dire, il y a besoin de rationalisme, de rationalité, on va dire. Mais comment dire, pour ne pas perdre pied et continuer à expliquer les choses. Donc, je ne sais pas si... Ok, Ouais, c'est bon pour Amélie, ok. Alors, comment as-tu fait pour te défaire de ta religion enseignée dans ton enfance, Marie-Odile? Dans un premier temps, j'ai été rebelle et j'ai envoyé bouler tout ça et j'ai eu une vision matérialiste du monde pendant environ 15 ans. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a rapprochée de la personne avec laquelle j'ai vécu, j'ai été mariée et avec lequel j'ai conçu deux enfants. C'est ce qui nous rapprochait. Lui aussi avait une éducation religieuse protestante, donc très dogmatique et très culpabilisante. Et donc, ce qui nous a réunis, c'est une vision totalement matérialiste du monde. Et moi, j'étais dans une vision rationnelle du monde, comme pourrait le dire Emmanuel Macron, c'est-à-dire une vision du monde basée sur la pensée, où le corps était absolument monnaie négligeable et la pensée était pour moi le summum de ce que l'être humain pouvait faire. Moi, j'avais établi une religion de la pensée. Et donc, c'est grâce à cela. Et donc, grâce à ça, j'ai évacué toute vision religieuse catholique de ma conscience, mais je ne m'étais pas rendu compte que j'avais mis en place une religion de la pensée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai été visitée par la grâce, j'ai vu la lumière. J'ai vu la lumière et j'ai entrepris une démarche spirituelle unifiante où là, j'ai commencé à voir que je suis esprit manifesté sur la terre et c'est ça qui m'a libérée totalement de la religion de la pensée. Mais il m'a fallu passer par la vision matérialiste du monde pour me sortir de la vision germano-catholique, c'est comme ça que je l'appelle, parce qu'il y avait beaucoup de morale chez ma mère, et c'est grâce à cette morale étouffante que j'ai bazardé tout ça un jour et que je me suis affranchie. Tu voulais dire? Oui, donc ça vraiment, c'est cette notion de balancier, on le vit dans nos histoires aussi, et donc comment on peut l'utiliser pour... moi, j'ai un balancier qui me vient. J'ai été longtemps un peu junk food, drogue. Et donc, quand j'ai entrepris la naturopathie, je me sentais très sale et j'ai commencé à faire des jeûnes, des douches rectales, me nettoyer et en veux-tu, en voilà. Et là, je trouve que c'est aussi un balancier pour un moment se libérer et aller voir ce qui sous-tend ce balancier pour m'élever au-dessus, en fait. Et bon, dans nos histoires, je suis sûr, on a vécu ces balanciers qui, aujourd'hui, si on le regarde d'en haut, sont vraiment l'énergie qui nous permet de passer au-dessus. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de cycles de 15 ans. Et on peut dire que j'ai été la fille de mes parents jusqu'à 15 ans. Et après, de 15 à 30 ans, à peu près, j'ai eu cette vision matérialiste, rationaliste du monde, etc., avec le corps Burke et puis la pensée comme le Graal absolu. Et ensuite, c'est à partir de 30 ans, en fait, que j'ai commencé une démarche de conscience qui inclut ma nature spirituelle. Et c'est absolument magnifique de voir comment je suis obéissante aux planètes. Moi. Je suis obéissante à je suis qui sait utiliser les forces, les cycles astrologiques, voilà, les forces offertes par les planètes pour m'aider à grandir, à évoluer. Et donc, au-dessus de notre balancier, nihilisme, attitude religieuse. Eh bien, c'est quoi? Eh bien, je suis ce que je suis, encore une fois, et je suis je suis divine, je suis divin. C'est-à-dire que je vis l'unité. Unité, je suis. C'est-à-dire que ni rien, ni attaché à un dogme extérieur qui viendrait me dicter ce que j'ai à faire, mais je suis le divin moi-même incarné et je suis une. C'est l'unité, c'est sortir de la dualité, sortir du nihilisme, c'est se reconnaître le tout dans le un et ne plus rien séparer du tout. Il n'y a pas tout et rien, il y a ce que je suis de toute évidence. Comment je l'ai marqué? L'intelligence spirituelle de moi, voilà, c'est l'évidence du principe créateur, la foi, la conscience du sens,
du divin créateur. Et c'est ça qui me fait me sortir du balancier, attitude religieuse, anarchie nihiliste. Donc c'est vraiment ça. C'est encore plus loin que les athées, peut-être. Parce que les athées, ça pourrait être dans le balancier religion. Oui, nihiliste en fait. Athée, ça peut. Moi, quand j'étais athée, les athées ont-ils une vision nihiliste? Ça dépend des athées en fait. Souvent, les athées, sont des personnes, et moi c'était mon cas par exemple, là, quand j'étais dans ma période très athée, j'étais simplement en réaction avec le divin. Et Annick de Souzenel le dit dans une interview que j'ai entendue d'elle, elle le dit, en fait quand un athée milite énormément contre le fait religieux, contre le divin, contre tout ça, c'est en général un être qui aspire à la divinité et qui ne sait pas comment faire pour le faire et qui le rejette en fait. Quand on est en réaction contre quelque chose, c'est qu'on le contient très fort et qu'on ne sait pas comment s'en emparer, comment le maîtriser. Donc pour les athées, je ne ferai pas de généralité parce que je crois qu'il y a vraiment lieu de regarder. Moi, je ferai une différence entre le nihiliste et l'athée. L'athée, il se positionne par rapport au fait de la présence divine. Le nihiliste, il est vraiment dans le rien. Et lui, effectivement, c'est tellement déprimant, ce nihilisme, qu'il va plutôt choisir quelque chose qui va l'amener vers l'attitude religieuse, vers le fait religieux. Et qui finalement n'est pas si... En fait, on pourrait dire que ce balancier, il a la particularité de pas... la polarité nihiliste, elle n'est pas tellement manifestée. En fait. Enfin, elle est plutôt... on fait enfouie, tout, enfoui parce qu'elle est très anxiogène. Et c'est ça, on fait tout pour pas sentir, parce que voilà. Et d'ailleurs, j'ai compris pourquoi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de remplir nos pensées par des concepts, de la pensée, pour pas sentir ce balancier. Et je pense que la guérison de l'humanité, c'est effectivement l'élévation dans la foi, c'est-à-dire dans la conscience de l'identité spirituelle que nous sommes, et qui va nous faire sortir de l'attitude religieuse qui est forcément soumise et forcément dans l'obéissance à un dogme extérieur à nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment la guérison de tout ça. L'agnostique, alors l'agnostique, c'est celui qui ne veut pas de gnose en fait, hein. C'est-à-dire qui, lui, dit « je ne me positionne pas ». En fait, ce que je sais, hein, parce que je ne suis pas une spécialiste, Fanny, lui, il dit « je ne sais pas ». Grosso modo, j'ignore et je ne sais pas. Peut-être pas. Pardon. Peut-être. Oui, c'est ça. Hein. Il dit je ne reconnais pas la connaissance, je ne veux pas la gnose. Et la gnose, c'est la connaissance. Donc, c'est ça. Les gnostiques, le gnostique, c'est très lié à la tradition primordiale. Ils disent la connaissance existe. On parle de la connaissance. Et les agnostiques disent je ne me positionne pas, je ne sais pas. Enfin, il me semble, hein, c'est ça. Et Valérie dit « La science et les religions nous font croire que nous sommes contingents, pas essentiels du tout. Nous perdons ainsi toute puissance. » C'est exactement ça. Je te rejoins totalement, Valérie, sur cette vision des choses. Oui, on veut surtout pas que l'individu soit souverain. Absolument. Et donc là, je vais aller demander au monde spirituel ce qu'il a à nous dire sur tout ça, qu'il est absolument temps maintenant de se sortir de tout dogme, de tout ce qui est prêt à penser. Le prêt à penser, le prêt à croire n'est plus du tout ce qui est d'actualité pour l'humanité aujourd'hui. Aujourd'hui, pour l'humanité, il y a l'expérience de l'esprit que chacun de vous est. Cette expérience est accessible à tous les humains, sans exception. Il y a à considérer qu'il n'y a aucune élite, il n'y a pas d'élite à reconnaître dans votre humanité. Il y a l'ensemble de l'humanité, une profonde égalité de par votre substance spirituelle qui est une et qui compose chacun d'entre vous. Il y a à considérer qu'il n'y a pas de nouveau Messie à attendre. Chacun de vous est le Christ et par votre assemblée, le Christ est vivant. Dès lors que vous attendez un sauveur, dès lors que vous misez sur un être extérieur à vous-même pour le monde qui doit venir, alors vous vous mettez en position de soumission à une autorité extérieure. Et cela,
nous vous le disons en vérité, n'est plus dans votre actualité. C'est une expérience que vous avez vécue à maintes reprises. Elle n'est plus aujourd'hui de mise. Bianca, définition, qui pense que l'absolu est inaccessible et qui est donc sceptique vis-à-vis de la religion et de la métaphysique. Donc, c'est pour la définition de l'agnostique. Merci Bianca, donc ça correspond effectivement. L'agnostique, dit Janie, c'est ça. L'agnostique, c'est ça. C'est inaccessible, donc il est sceptique. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Voilà les amis. T'avais autre chose, toi ? C'est pas mal, hein. J'ai chaud. C'est super là, de finir par ce message-là d'unification. Quelle merveille, hein. Non, Attends, je laisse venir, là. Toi, c'est bon au niveau de l'actualité ? Oui. On en a vu pas mal, hein. Oui, le monde spirituel veut nous dire la beauté de l'instant que nous vivons, ici, maintenant, mais il parle d'un instant plus grand aussi, de cette année 2020. Elle n'est pas finie. Cette année 2020 n'est pas finie. Certes, sur votre calendrier, vous avez commencé le dernier mois de cette année, mais la saison n'est pas finie. Nous vous l'avons dit, la saison a encore quelques jours à vous faire vivre. Et au terme de cette saison, commence une autre saison. Il y a encore quelques jours de votre calendrier à vivre, quelques jours qui vont vous apporter leur lot de trésors. Peut-être pour certains, les trésors auront un goût amer, pour d'autres, ils auront vraiment l'apparence de l'or. Et il est important que chacun de vous soit ouvert à la réception de ces nouveaux trésors qui sont distribués. Ce que vous appelez le Père Noël, qui est un grand mensonge qui a été raconté à l'humanité, a une autre réalité qu'il souhaite vous faire découvrir au cours de cette fin d'année. Donc une pluie de cadeaux vous attend. Ce sont des cadeaux intérieurs, des révélations qui vont encore vous être offertes pour que votre conscience s'élargisse, pour que votre conscience se hisse, pour que votre foi s'agrandisse. Super. C'est magnifique. Et l'année se termine par le 30 décembre, une pleine lune super intéressante. Et donc, je trouve que c'est pour dire, l'année n'est pas finie. Laurence nous demande, y a-t-il un Christ chez un Castex et un Véran? Oui, et chez Emmanuel Macron, et je peux te dire que même Emmanuel Macron a vraiment viré de bord parce qu'il avait cette idée de la transcendance. Cette aspiration à la transcendance était vraiment très forte en lui et il est vraiment remarquable de voir que ce jeune homme, en ayant les rênes du pouvoir, a été kidnappé par les Asuras au point qu'aujourd'hui, le Christ qui était très présent en lui a été mis de côté. Mais il peut se retourner. Son anniversaire étant le 21 décembre. L'animal, hein, quand même. C'est ça. Et on pourrait dire qu'ils agissent, Laurence, en tant que révélateurs. Donc, en ça, ils sont inspirés aussi par les forces de lumière. En fait. Voilà. Et pourquoi le nie-t-il à ce point? Parce qu'ils sont effectivement entre les mains des Asuras. Et qui sont on va dire, la synthèse énergétique du peuple français. De la non-conscience humaine. Et en l'occurrence, là, des Français, mais pour les politiques français. C'est ça. Bianca nous remercie pour cette soirée magnifique. Nous allons avoir une nouvelle version du Père Noël. Quelle fin d'année, super. Adeline nous dit merci. Amélie, oh oui, pour les cadeaux intérieurs. Merci pour cette émission et merci au monde spirituel. Merci Amélie. À FIFA, sur le podcast de David, les jours à venir sont parlantes à travers les planètes et ça résonne fortement en moi et les guidances de ce soir en fin d'année douce. Super. Merci à FIFA. Ah, tu as toujours cru que Macron était un androïde. C'est quoi un androïde? Moi, je pensais à un téléphone. Mi-robot. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, oui. Ça, il a un côté comme ça, oui, effectivement. Il a une aspiration au transhumanisme très forte. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci pour vos remerciements. Nous, on va les lire avec joie. Gourmandise. Avec gourmandise, voilà.
Bon, bah, moi, j'ai passé une super soirée, Marie-Odile. J'ai chaud, je bouillonne, j'émulsionne. Moi, je suis ivre. Et donc, c'était super. Merci de votre présence. Vous étiez nombreux encore ce soir. Et bien, moi, je me régale de ces soirées et de mettre de la conscience, justement, pour avancer dans la joie vers l'unité. Merci à tous. Moi, j'aime beaucoup aussi qu'on fasse se rejoindre l'actualité de la Terre et l'actualité du monde spirituel. C'est juste merveilleux. Et bravo, David, pour tout ce que tu avais sélectionné ce soir. J'ai trouvé ça pertinent et inspirant. Merci. Super. Merci au monde spirituel aussi. Et merci à vous tous de nous inspirer autant. C'est ça. Merci, les amis. Parlez de ce que nous faisons ensemble autour de vous, diffusez, mettez des pouces si ça vous intéresse. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h. Nous serons mercredi 9 décembre et je vous donne rendez-vous demain à 19h. Bye bye, les amis. Bye. Merci, David, d'être venu de la belle forêt de Mervan jusqu'ici. Alors que nous sommes en confinement. Ah non, pas du tout. Nous sommes libres. Nous sommes souverains. C'est ça. Bye bye, les amis. Vive les souverains.